Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Voix Off. Très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, un nouvel épisode, pas dans le cadre habituel. On est au Gendreau, on est à Saint-Médard dans le Lot. On va découvrir un petit peu l'histoire de ce lieu qui, vous allez voir, est vraiment passionnante. Et puis aujourd'hui, on accueille Pascal Bardet, qui est un cuisinier et puis qui tient le Gendreau, donc le restaurant Le Gendreau. Il va nous expliquer un petit peu tout ça, donc accessoirement, il est quand même chef étoilé, il va nous en parler. Et puis voilà, vous allez voir, le parcours est terriblement intéressant. Avant de débuter, je vous rappelle évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour pousser un petit peu et m'aider finalement à faire découvrir tout ce contenu. Et puis vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram. On démarre cet épisode, c'est parti. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va ? Ça va, ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très très content aujourd'hui du coup d'être dans ce cadre au Gendreau. C'est un lieu vraiment magnifique que j'ai pu découvrir. Ce que je te propose avant d'entamer notre discussion, j'ai essayé de faire un petit texte résumé. Aujourd'hui, il y a de l'IA et j'ai pris beaucoup d'articles et je me suis dit, vas-y, j'ai proposé de faire un résumé de ton profil en fait et de ce qui te qualifie. Donc tu vas me dire si l'IA a bien fait son boulot ou pas. Donc elle m'a mis originaire du Lot. Pascal Bardet est un chef étoilé formé chez Alain Ducasse. Il a gravi tous les échelons jusqu'à devenir chef 3 étoiles au Louis XV à Monaco. Mais c'est au cœur de son terroir natal à Saint-Médard qu'il a choisi de revenir avec son épouse Sandrine pour écrire leur propre histoire. À la tête du restaurant Le Gendreau, il sublime aujourd'hui les produits du Quercy avec une cuisine sensible, enracinée et saluée par une étoile Michelin. Est-ce que ça résume bien ton profil ? Oui, ça résume. Les grandes lignes sont résumées. Après, les superlatifs dans ce métier me font toujours un peu. J'ai toujours un grand recul parce que je trouve que c'est toujours un peu surdosé, quoi. D'accord. Donc, on essaye de faire au mieux notre métier. T'as bien fait de parler de Sandrine parce que le Gendreau, c'est pas Pascal Bardet. C'est marqué sur la porte, c'est Sandrine et Pascal Bardet. Ouais. Et bien sûr, toute l'équipe qui est autour, Margot y est pour beaucoup, Jean-Baptiste y est pour beaucoup, Noah, Baptiste en pâtisserie, c'est un tout. Et c'est pas des paroles en l'air pour dire qu'on est. Non, je comprends. Mettre les gens en avant parce que c'est la mode de mettre les gens en avant, que ça fonctionne comme ça. Non, mais je peux en attester parce que avant de commencer cette prise de vue, évidemment, on a commencé à discuter, puis on ressent quand même que c'est une équipe en fait derrière. Avant de commencer peut-être sur ta partie à toi, je trouvais intéressant peut-être de parler du lieu dans lequel on se trouve. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le Gendreau, on va essayer de tourner un petit peu plus les choses à l'envers. C'est quoi ce lieu ou quelle est son histoire en fait ? Le Gendreau, il n'a pas attendu après Pascal Bardet pour exister. Faut bien mettre les choses dans l'ordre. En fait, ce bâtisse, elle a eu déjà 2 vies et demie, en considérant que la nôtre, elle est à moitié. Okay. Ici, c'était l'école du village. D'accord. Donc, tu es dans la salle de classe. Ok. C'est une école qui a été faite entre 1903 et 1905. Et elle a fonctionné jusqu'en 1967 comme école. D'accord. Ça a été laissé à l'abandon pendant quelques années, puisque c'était l'époque où les communes construisaient des écoles nouvelles, qui sont pour beaucoup devenues des salles de mairie ou des salles communales ou des choses comme ça. Ouais. Puisque cette bâtisse a été laissée à l'abandon, parce qu'elle menaçait de s'effondrer, donc ça servait de cabane à la voisine qui existe encore, qui est juste au-dessus, qui était allée à l'école et qui venait y faire ses cabanes pendant un certain temps. Okay. Il est arrivé un jeune couple de l'époque qui avait respectivement 22 ans et 24 ans, que tout le monde connaît bien mieux que moi, bien plus que moi, c'est Martine et Alexis Pélissou, qui avait décidé de s'installer ici. Et donc de transformer cette école en restaurant. D'accord. Donc l'histoire elle était simple, ça n'allait pas marcher, c'était au milieu de nulle part, donc de toute manière ça ne fonctionnerait pas. Très peu de chance. Pour quelque chose qui ne fonctionnait pas, ils ont finalement quand même bien vécu pendant 39 ans non-stop. Ouais. Donc pour moi ça c'est un exemple. D'accord. C'est-à-dire à un moment de prendre une décision, de s'asseoir dans un lieu. Je pense que ça mériterait que tu passes du temps avec eux. Ouais, mais avec plaisir. Parce que c'est riche d'informations, de bon sens et de vérité vécue. D'accord. Et ça, pour moi, c'est très inspirant et très rassurant. Ils ont pris le temps. Transformer l'école en restaurant, passer des étapes de vie, d'évolution de cuisine, d'évolution de restauration, d'évolution de service, traverser les hauts, les bas, les interrogations de l'entrepreneur, les interrogations du cuisinier, les doutes au milieu de nulle part. Et tout ça, c'est rassurant parce qu'on a des échanges de ce sujet-là encore fréquemment. Ouais, j'imagine. Ouais.
Donc, ils ont vécu ici pendant 39 ans. D'accord. Donc, c'est pas rien quand même. Ok, donc pour faire dans le cadre d'une activité de restauration. Ils ont fait un restaurant avec des étapes d'évolution de la cuisine. Au départ, c'était une simple auberge où ils faisaient à manger. Quand je dis simple, c'est pas péjoratif. Oui, bien sûr, je comprends. Ils faisaient une cuisine qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire la cuisine d'auberge qu'il y avait traditionnellement dans le département du Lot. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bistrot, mais la culture ancrée dans le département, c'est pas les bistrots, ça n'a jamais existé. Ouais. C'était les tables d'auberge. D'accord. La vraie auberge, c'était souvent se mêler la vie des familles, à proximité de la salle de restaurant, ou des fois manger encore les familles en bout de cette fameuse salle, peut-être connue vers chez nous. Pas très loin d'Acier, un certain restaurant qui recevait moult personnes. Donc, tu arrivais, la table principale, c'était la table de la famille, et nous, on mangeait juste à côté. Et on mangeait des choses incroyablement bonnes. Alors, ça tapait pas à l'œil, c'était pas reluisant, ça brillait pas, mais les fondements étaient respectés, c'est que tu mangeais très bien. Ça allait à l'essentiel, ouais. En fait, sur l'entrée d'un restaurant, aujourd'hui, on est presque obligé de dire cuisine fait maison. Ouais. Ce qui devrait être, selon toi, la base. C'est un peu la base, quand même. Un peu la base. Alors, chacun le fait comme il veut, mais ça devrait être un peu la base. Et donc, nous, on est arrivés ici avec Sandrine en 2013. D'accord. Et on a fêté donc tous les 4, parce que pour moi, ce lien-là, il est important. En septembre 2024, les 50 ans de la maison. Ok. Vous avez encore des liens, du coup, avec... Ah oui, très fréquemment. Mais ils sont pas loin, ils habitent pas très loin. Et pour moi, c'est extrêmement rassurant d'avoir ces gens-là à côté qui connaissent la maison. De toute manière, on n'est jamais arrivé ici en disant moi, j'ai fait ceci, donc je vais balayer tout ça d'un revers de main. C'est pas notre approche. La maison, elle existait avant nous, je te l'ai dit. Donc d'abord, tu essayes de regarder le lieu, comment il fonctionne. Est-ce qu'éventuellement, tu peux te projeter dedans, sachant que les réponses, tu les auras jamais. Si, dans 20 ans. Bien sûr. Imaginer ce que tu peux peut-être y faire. Imaginer ce que tu peux éventuellement y amener. Imaginer que tu puisses en vivre. Et donc, ce lien avec eux, il est hyper important et hyper riche, parce que les questions que je me pose, moi, maintes fois, M. Péissou m'a dit mais vas-y, pose-les tes questions, parce que tu sais, j'aurais peut-être pas la réponse, mais je te partagerai les réponses que l'on a amenées avec Martine, aux mêmes questions qu'on s'est posées il y a 40 ans en arrière. Bien sûr. Donc, tu vois. Donc oui, la définition de la transmission, je pense que j'ai eu la chance de la vivre. Et ils n'ont pas été réticents à parce que bon, on va revenir évidemment sur tout ton parcours, mais ils n'ont pas été réticents de te voir arriver. Alors, tu es quand même du terroir, mais toi qui as été dans des endroits somptueux, qui a travaillé avec des gens quand même reconnus du secteur mondialement, et ici une cuisine, comme tu dis, traditionnelle de famille, etc. Te voir arriver un peu, toi le gars de la ville limite, et tu vois, ça aurait pu créer une friction. Après, peut-être que toi, tu as réussi à instaurer le climat et tu as expliqué que c'était pas ta démarche, je sais pas. En fait, c'est exactement l'inverse. Ok. C'est-à-dire que c'était moi qui étais tout réticent à tout ça, en fait. Ah ouais, d'accord. La première fois, en fait, ça s'est passé à la table qui est juste sur ma gauche. J'étais en poste au Louis XV. J'étais en train de me poser une multitude de questions pour différentes raisons. Et j'étais en train de partir de Louis XV pour prendre un poste ailleurs. Donc, il y avait plein de choses à gérer, beaucoup de chamboulements, Ça faisait 18 ans que je travaillais avec l'éducation. Et en fait, maman m'avait abonné à ce magazine bien connu qui s'appelle L'Irelotte, qui était un peu ma bouffée d'oxygène dans mon coin de canapé de Monaco, là-bas. Mais c'est vrai, hein. Qui existe encore, L'Irelotte. Bien sûr. Bien sûr. Et je voyais souvent Martine avec ses Pélissou, qui étaient mis en avant et qui parlaient de leur métier, mais même à travers les images, je sentais qu'il y avait un sourire, qu'il y avait ce côté pétillant, comme quand tu commences quelque chose. En tous les cas, il paraissait pas usé par le métier, ce qui peut l'être. Hein. Donc je dis, mais comment il fait, quoi? Comment il fait dans un bled paumé au milieu du Lot pour regarder la banane au bout de 30 ans, 35 ans de métier à l'époque? Et toi, tu es dans un endroit incroyable où tu te poses 10 millions de questions. Après, ça, c'est un peu le fond de la personne. Tu poses des questions en permanence. Je connais. Donc, quelle est la formule? Donc, quand je suis venu en vacances, parce que les vacances à l'époque avec Sandrine, son grand désarroi, c'était pas ni les Maldives, ni Tahiti, c'était Figeac, Intramuros, parce que voilà, pour retrouver un peu des bases saines. Se recentrer sur l'essentiel, quoi. Ça a toujours été un peu mon petit refuge, quoi. Et je venais de planter ma première truffière. D'accord. Et Sandrine me dit, mais tu sais quoi, on va les manger au gendreau. Histoire de
sentir un truc, toi. Ouais. Mais juste ça. C'était juste ça la démarche, en fait. Donc on est venu déjeuner. Donc j'avais planté ma truffière. Lui venait de dire de sortir son bouquin sur la truffe noire, qui était à l'époque sur les étagères en parallèle. Et à la fin du repas, donc c'était le tour des convives. Et donc il arrive à notre table. Donc moi j'avais toujours un peu d'appréhension par rapport à ce monsieur, parce qu'en fait, quand j'ai passé mon BEP à l'école hôtelière, l'examinateur de mon superbe sauté de veau et riz pilaf, c'était lui. D'accord. Donc si tu veux, j'en garde une image un peu... tu vois, t'es là, et lui il est là. Quoi, tu vois, Okay. voilà. Et c'est comme ça, c'est écrit, c'est le temps qui veut ça, quoi, et l'expérience. Bien sûr. Donc quand j'ai vu arriver à la table, malgré mon sourire un peu crispé, donc on a papoté de la pluie, du beau temps, des truffes, et puis à un moment il me dit, mais vous êtes du métier? Alors je dis oui, je suis du métier, quoi. Ouais. Il m'a dit, vous travaillez où? Bon, je travaille sur la Côte d'Azur. Ouais, oui, mais où? Vague. Oui, mais franchement, c'est vraiment pas le sujet. Et puis, comme j'avais 10 millions de trucs qui se passaient dans ma tête, j'avais vraiment pas envie d'évoquer quoi que ce soit. Et j'aime pas trop étaler ce genre de choses. Donc, il me dit, mais vous travaillez où? Je travaille à Monaco. Ah bon? Et où? Je dis à l'hôtel de Paris. Il me dit, oui, mais où? En haut, en bas? Je dis, non. Je dis, non, moi je suis mauvais, je travaille en bas. Il dit, ah bon, vous travaillez à M. Ducasse? Je dis, oui. Ah, il me dit, vous êtes chef de partie au week-end? Je dis, ouais, en fait, je suis chef de cuisine, quoi. Ouais. Il me dit, ah bon, et qu'est-ce que vous faites là? Comme si un chef de cuisine ne pouvait pas venir manger normalement. Je dis, je suis en vacances chez maman, puis on est venu goûter au Généraux parce qu'on était jamais venu. Ouais. Et donc il me dit, mais vous avez 2 minutes après? Je dis, oui, je suis en vacances, il n'y a pas de problème. Il me dit, si vous voulez, on prend un café. Je dis, à l'occasion, je voudrais bien que vous me dédicassiez un bouquin sur la truffe noire. Et puis donc il m'a mis une petite dédicace sur le bouquin, et puis on a pris un café dans l'ancien salon qu'il y avait derrière nous. Et puis on a papoté de la pluie, du beau temps, des cuisiniers heureux, des cuisiniers libérés. Et il me dit, mais vous avez quel âge? Je dis, j'ai 35 ans. Ah, il me dit, mais vous avez l'âge parfait. Je dis, ah bon, l'âge parfait, pourquoi? Il me dit, pour reprendre une belle maison. T'as vu arriver le truc, non, même pas? Ouais, mais je l'ai pas vu dans ce sens-là. J'ai dit, bon, une belle maison, moi j'en connais pas. Il m'a dit, si, regardez. Alors, en fait, j'ai eu cette sensation intérieure où c'était la cocotte minute à laquelle on ouvre le couvercle. C'était, waouh, génial, c'est ça. Ouais. Et en tant que bon lotois, les pieds bien ancrés dans la terre, dans la demi-seconde, je dis, ouais, mais non, c'est même pas la peine d'y penser. Parce que j'avais une tête prise pour une multitude de choses. Et comme j'ai dit, vous savez, en bas sur la porte, il y a marqué Alexis et Martine Pélissou, le Gendreau. Elle me dit, non, tu te trompes. Il y a marqué le Gendreau et un petit Alexis et Martine Pélissou. Le Gendreau restera, nous on passera. Et alors lui, les violons, quoi. Et puis on s'est quitté comme ça. Une étape importante à l'angle de la bâtisse, là-bas, Mont-Saint-Denis s'est arrêtée. Elle a fait un quart de tour, regardé la façade, elle m'a regardé. Tu sais, ce regard d'épouse auquel tu sais que de toute manière, tu peux raconter ce que tu veux. D'une manière ou d'une autre, à un moment, elle aura raison. Parce qu'elle sent... voilà. Okay. Et concrètement, excusez-moi le vocabulaire, j'ai dit non, arrête tes conneries. Non, j'ai dit arrête tes conneries. Et puis on est parti. C'était un peu en hiver, donc il n'y avait pas trop de feuilles. Et en partant derrière la salle des fêtes, là, en bas, là, on a pris quelques photos de la bâtisse cachée. Ouais. Bon, on a su quelques années après qu'ils étaient cachés, qu'ils avaient vu qu'on s'était arrêté en bas. Mais ça, ils l'ont dit bien après. Ils avaient compris. Ils ont dit, ouh là, on a fait quelque chose. Je sais pas. Je sais pas. Et puis ça a commencé comme ça. Ouais. Donc, moi, je suis parti le week-end, il fallait que j'arrive aux Belles Rives, il y avait des équipes qui me suivaient, il y avait toute une équipe à mettre en place. Ouais. Tu travailles pour des gens qui mettent des moyens pour toi, qui te donnent un salaire conséquent, tu as une mission bien précise. Ouais. Donc, tout ça, faut pas le prendre à la légère. Bien sûr. À un moment, c'est hyper sérieux, quoi. Je sortais de quelques années au Louis XV qui était sacrément chargé. Et je me posais en plus 10 millions de questions parce que je me disais, mais est-ce que réellement t'es fait pour ce métier-là? Enfin, c'était une espèce de... Ah oui. C'était très profond comme réflexion, quoi. Oui, c'était profond parce que à partir du moment où j'ai mis les pieds au Louis XV à Monaco, beaucoup de choses sont entraînées très vite. Alors ça te mène en avant en permanence, donc c'est hyper gratifiant. C'est le chef a cette faculté de te propulser à des choses que tu n'aurais même pas osé imaginer, en tout cas pour ma part. D'accord. Mais au bout d'un moment, quand tu es jeune, parce que j'ai pris le Louis XV, j'avais 29 ans. D'accord. Ah oui, c'est... Donc c'est un super cadeau, c'est une belle preuve de confiance que j'étais incapable de lire à l'époque. Et après, tu as aussi le truc de dire, d'un seul coup, tu es à la tête d'un 3 étoiles, tu es très jeune,
beaucoup de monde te regarde, et ça, moi, je suis pas fait pour ça, en fait. Ok. Ouais, j'aime bien faire la cuisine, j'aime bien m'appliquer, mais tout ça, faut apprendre à le gérer. Ouais. Moi, j'ai pris ça à bras le corps, et au bout d'un moment, le citron, à force d'appuyer dessus, à part les pépins, il reste plus de jus, quoi. Bien sûr. T'es un peu cramé, quoi. Bien sûr, je comprends. Et ça, c'est certainement une erreur de jeunesse ou un tempérament aussi. Ouais. Mais c'était peut-être aussi le bon moment de le faire. Parce qu'il y a peut-être, je pense, dans une carrière, il y a des instants pour faire ce genre de choses. Quand bien même tu ne sois pas fait pour être, ce côté peut-être aussi mise sous pression, médiatisation, etc. Malgré tout, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait ce que tu es et ce que tu as apporté au Gendreau. Oui, après, ce que j'ai apporté au Gendreau, aujourd'hui, j'ai pas de regard sur ce que j'ai apporté au Gendreau. Ouais. Je l'aurai, je te dis, dans 10 ans ou dans 15 ans. Ah ouais. Au moment où on n'est pas à tirer les conclusions, Ouais, on est à bien faire. sûr. On est à faire. Martine et Alexis, ils peuvent tirer les conclusions. Ah ouais. Ça, c'est clair. Et je peux te dire que la conclusion, elle est belle. Ouais. Ah bah j'imagine. Allez, très rapidement, du coup, on va essayer quand même de revenir un peu sur tes origines. Moi, j'aime bien faire ça. Donc, avant d'attaquer sur le parcours professionnel, déjà sur l'aspect personnel, t'es originaire du Figeac, quoi. Ah oui. T'es originaire t'es quelqu'un du terroir, quoi. Ah oui, moi je suis né à Figeac. Ouais. J'ai grandi à Plagnoles. En face de la route, c'est Cambura. Et 300 mètres à haut, c'est le fief, c'est Cardaillac. D'accord. Je dis ça avec un grand sourire parce que ça risque de parler à beaucoup de monde. D'accord. Où c'était là où on était allé à l'école quand on était petit. C'est là où on a scindé un réseau d'amis de tout gamin, hein, et qui existe encore, hein, puisqu'on va avoir un retour de jeunesse à l'âge du demi-siècle. On va fêter ensemble ce demi-siècle, comme quand on avait cet âge-là merveilleux, puisque ça dure encore. Donc ça, c'est assez magique. D'accord. Et c'est là où on a joué au football, c'est là où on a grandi, c'est là où on a commencé à travailler aussi. Ouais. Puisque quand j'avais des lubies de me payer une mobilette un peu plus sympa que celle qu'on était capable de m'offrir, j'allais travailler un petit peu chez la famille Marcel à Cardaillac, j'allais travailler dans les comités des fêtes pour faire les 31 décembre, et puis voilà quoi. J'ai l'impression que cette famille Marcel à Cardaillac, elle a toujours existé. Ouais, parce que l'air de rien, c'est encore une fois comme quoi l'économie locale, elle est extrêmement importante. Ah, bien sûr. Parce que ça peut être une carrière à vie, ça peut être des passages sur une période, ça peut être rendre service en faisant travailler des jeunes du coin pour leur faire 3 francs 6 sous à un moment donné. Bien sûr. Et tout ça, c'est là, quoi. Ah, bien sûr. Ok. Tout ça, c'est là, quoi. D'accord. Donc, tu grandis dans cet endroit et j'ai lu que tes premiers... Bon, on va être un peu dans le cliché, mais c'est la réalité. Tes premiers souvenirs gustatifs, c'est la cuisine de ta grand-mère. Oui, alors c'est le cliché, je sais pas si c'est le cliché, c'est peut-être devenu le cliché parce que ça a été mis à plat. Ouais, un côté marketing un peu, mais toi c'est la vérité pour le coup. Mais comme pour beaucoup de monde, je veux dire, quand on est gamin, on se crée beaucoup de choses et on se crée notre espèce de bibliothèque gourmande. Ouais. Sur laquelle tu vas t'appuyer pendant toute ta vie. Cuisiner ou pas cuisiner. Hein. Okay. T'aimes une bonne soupe, mais il n'y en a pas une qui va arriver à la malléole de celle de ta grand-mère ou de ta mère. Bien sûr. Parce que se mêle le plaisir gustatif, le moment sentimental autour de la table, et de lire dans les yeux de ceux qui le font la volonté de juste faire plaisir. Ouais, bien sûr. Et ça, tu peux mettre 3 étoiles en face. Hein. Ça change, ouais. Tu vois, c'est pas dans cet ordre-là. Non, mais bien sûr. C'est quand c'est fait comme ça, ça amène ça. Ouais. Donc oui, c'est tout ça, ouais. Mais c'est la vérité que j'avais la chance d'avoir une grand-mère qui faisait à manger dans le Cantou, hein. Et cette saveur de cuisine faite dans la braise, à la cheminée, ce côté fumé, et puis il y a tout ce qui va autour, quoi. Aujourd'hui, on vit tous avec nos téléphones, et je suis pas un bon exemple, parce que tu vois, j'ai du mal à m'en passer, il y a les yeux, mais l'échange autour du Cantou sur les salières, il n'y avait pas la télé chez eux, mais c'était pas grave, mais du coup on prenait le temps de discuter. Bien sûr. Donc le soir on mangeait de bonne heure, et puis on allait prendre tranquillement, on allait faire un jeu de dames au pied de la cheminée. Carte, bien sûr. Et mémé à côté préparait la farce pour le chou farci le lendemain, et à 6h du matin, il était dans la braise qu'elle avait gardée précieusement sous la cendre, et le matin, hop, elle mettait la cocotte là, recouvrée, et puis à midi pétante, c'était prêt. Ouais. Et oui, c'est tout ça, quoi. Ouais. Mais ça me parle, ça, tu sais. Moi, ma grand-mère, mon père, il est de la Tronquière, donc oui. Voilà, pareil. Et ça fait des années qu'il essaye de refaire les pommes dauphines de ma grand-mère, et pourtant il s'y applique, hein. Elle lui a donné la recette et tout, ouais, mais c'est impossible de, tu vois. Après c'est aussi, je pense que la cuisine, donc je peux le dire déjà, il y a une interview aussi de ta sommelière, du coup Margot, qui va sortir prochainement, et dans l'interview elle évoque ça aussi, que elle a eu des moments de rencontre avec
du vin dans des moments très précis où toutes les planètes s'alignent et où après ce qu'elle explique c'est que elle va reprendre ce vin à un autre instant et ça sera plus du tout pareil. Donc il y a quand même une notion gustative, une notion de comment tu prépares, mais il y a aussi une notion de le bon instant au bon moment avec les bonnes personnes quoi, finalement. Mais ça tu le maîtrises pas. Tu le maîtrises pas. C'est ce que j'explique aux gars en cuisine et même en salle. Notre rôle, c'est de rassembler tout ce qui nous a, quelque part au fond de nous, qui nous a, pas faire la grande phrase, mais qui nous a touchés gustativement, mais ces moments où on était bien. Donc à un moment, quand tu t'installes chez toi, c'est d'essayer de recréer ça. Pas dans un but commercial, mais que ce soit là pour un fondement, pour que toi tu sois content le matin d'aller vers quelque chose que tu comprends, que tu es capable d'expliquer. Bien sûr. Et de faire comprendre aux équipes pour qu'elles le fassent de façon entière et qu'elles ne récitent pas une leçon, qu'elles y mettent cette même implication. Parce que ma grand-mère, elle n'avait pas ni de caviar, ni de barre de ligne, ni de homard. Mais elle avait tellement envie de faire plaisir aux gens que ça n'a pas de prix. Et ça, t'as beau afficher des choses sur la porte, non. C'est d'abord, tu rentres, tu sens l'atmosphère, parce que c'est ce qu'on doit donner et lâcher de suite pour que les gens se sentent bien. Et à la fin, ben, tu mérites ou tu mérites pas ce qu'on t'a prêté pendant un an, mais l'essentiel, c'est que ces fondements-là ne soient pas touchés. Bien sûr. Le vin, il est bon quand tu le partages avec les bonnes personnes. C'est ce qu'on dit souvent. Ouais. Voilà. Et la cuisine, tu peux l'aimer, ne pas l'aimer. Ça, hélas, on le maîtrisera pas. Moi, je ne sais pas quand un client passe la porte, ce qu'il aime ou qu'il n'aime pas, sauf des cas particuliers. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel état il arrive. Peut-être qu'il est fâché parce qu'il s'est perdu 3 fois avant d'arriver chez nous. Bien sûr. Peut-être qu'il est fâché parce qu'il aurait imaginé manger en terrasse et que là, s'il fait un temps exécrable, qu'il va manger dedans. Tout ça, ça conditionne plein de choses. Mais ça, je ne sais pas. Ouais. Donc, le seul moyen d'avoir un peu d'air sous la pédale pour sentir ça et pallier à ce genre d'émotion qu'on ne maîtrisera pas, qu'on est obligé de prendre quand on nous l'apporte, c'est que derrière, tout soit calé, mais de façon entière. Bien sûr. Donc, à partir du moment où on est entier, on a surtout l'esprit tranquille en disant, ben, ça c'est à régler, ça c'est à régler. Mais là, ok, ben, on a tout fait pour. On a tout fait pour. Et surtout, on ne se ment pas, quoi. Bien sûr. Après. C'était qui ta grand-mère? C'était quelle personnalité? C'était quoi comme. Wow. C'est la définition de la bienveillance, mais comme était ma mère. Hein. C'est pour moi ces fondamentaux-là, c'est-à-dire qu'il fallait faire plaisir, il fallait materner les enfants, les petits-enfants, mais c'était pas matériel, tu vois. C'était c'était matériel dans l'attention. C'était des échanges avec de la bienveillance, des choses rationnelles. Mais c'était pas dans le superflu, c'était pas ça la campagne chez nous. Après, plein de monde a vécu comme ça ici. Enfin, je trouve que c'est le bon sens paysan. Et parce qu'ils avaient peu de choses, mais ils en prenaient soin, ça durait dans le temps, ils se précipitaient pas, ils s'agitaient pas trop. Et voilà, tranquille quoi. Ouais. Ça, cet esprit et ces trucs de valeurs paysannes, j'ai ce week-end une vidéo. Alors, au moment de la publication de cette vidéo, elle sera déjà en ligne. Sur Christophe Ratz, qui est donc le fondateur de la bière Ratz. Je t'invite vraiment à aller la voir. C'est incroyable, ça se ressent dans toute l'interview où il prône ces valeurs paysannes-là, où il dit qu'il s'est fait à la force du poignet et que ça s'est fait petit à petit. Il a mis les deniers de côté. Et ça, c'est quand tu vois aujourd'hui le parcours qu'il a, ben pareil, j'ai l'impression que vraiment cette notion-là de labeur, de modestie, de résilience aussi, et d'essayer de prendre du temps en fait pour bien faire les choses et comme tu le dis, avoir les pieds bien ancrés au sol, c'est quelque chose qui te porte en fait loin quoi, finalement à l'arrivée quoi. Ben, je sais pas où est-ce que ça te porte et tu peux même t'interroger à l'époque où on vit aujourd'hui. Tu te dis mais est-ce que ces valeurs-là aujourd'hui elles ont un sens? Ouais. Et j'ai beau me poser ces questions, je reviens toujours à ça en disant mais à un moment, c'est pas possible, ça peut pas être à beauté, c'est pas possible, sinon il n'y a plus rien qui a un sens, quoi, tu vois. Bien sûr. Ma mère me disait, tu sais petit, fais ce que tu veux dans la vie, mais essaye de bien travailler à l'école, ça part de là. Essaye de bien travailler à l'école, pour pouvoir avoir la chance de choisir un métier, où tu puisses gagner ta vie, construire ta maison, élever ta famille. C'est simple.
Mais c'est pas si simple. Là. Non. Après, il y a tout ce qui arrive autour que t'as pas prévu. Les gens que tu rencontres qui vont t'influencer dans un virage que tu n'aurais jamais osé prendre. Moi, mon parcours, c'est plein de... Partir à Monaco, la première fois qu'on m'a dit tu vas aller à Monaco, j'ai dit oui, c'est une bonne idée, mais c'est pas moi qui vais y aller, c'est mon confrère, parce que moi je vais pas y aller. Ouais. Parce que quand je voyais le panneau Figeac rayé en rouge, j'ai dit non, mais c'est bon, là-bas j'y vais pas. C'était ça. Je vois. Donc c'est influencé par des rencontres, et souvent dans le bon sens, il n'y a pas que des mauvaises rencontres, mais au contraire. Donc tout ça, tu peux pas le prévoir. Ouais. Tu peux pas le prévoir. Bien sûr. En termes de parcours, là, si on reprend un petit peu, donc tu commences à savoir que tu veux aller dans la cuisine à partir de quel âge et qu'est-ce que tu vas commencer à entreprendre pour te former? C'est pas si simple pour moi. Hein. Ok. Ça a commencé en 4e, donc là c'est l'âge un peu, ma période un peu tordue. Ouais. Plus que maintenant. Ok. Même s'il reste un peu. D'accord. Bon, le côté un peu branleur, quoi. Voilà. Ouais. Tout est un peu dissocié, quoi. Une grande bouche, un peu d'action. Voilà. D'accord. Bref, un peu rêveur, quoi. Ouais. Bon, très vite, on me remet un peu dans le droit chemin. Ouais, dans le normal, quoi. Et donc, je suis rentré au lycée hôtelier. Au lycée hôtelier, d'un seul coup, les notes, c'était pas trop un problème. Et la cuisine, ça s'est mis en route parce que j'avais jamais, à part ce qu'on faisait, tu vois. Puis on avait des vrais profs extrêmement pointus qui avaient fait le métier. Ouais. Donc ils te parlaient de la cuisine par l'école, mais ils t'expliquaient aussi comment ça se passait dans le métier. D'accord. Puisque ça s'appelle un lycée professionnel. D'accord. Ils te préparaient déjà pour ça. Et ça, c'est de leur en bas. Et donc je suis parti sur la cuisine. Ok. Et donc ça se passe plutôt bien. Au fil du temps, ouais. Tu fais tout ton parcours dans ce lycée hôtelier. Ouais, 5 ans, ouais. Et après, ce qui se passe, c'est que tu as une rencontre, en fait, plus ou moins, enfin, en tout cas, une opportunité d'aller chez Alain Ducasse. Ouais. Comment ça se passe, la rencontre? Comment ça se profile? Comment de Souillac t'atterris là? Ça commence un vendredi soir, au lycée hôtelier, lorsqu'on fait un service le vendredi soir au restaurant d'application, où on a fini le service. Et le lycée était refait, il y avait toutes les baies vitrées en bas. Ouais. Donc de la cour, on voyait ce qui se passait dans les cuisines. Et à l'époque, c'était Robert Canton, le directeur du lycée hôtelier, donc quelqu'un assez charismatique, assez droit, assez carré, ouais. qui appliquait une rigueur, pas une rigidité, mais une rigueur importante, et qui était tout à fait logique. Ouais. Donc ça commence le vendredi soir, quand on fait le nettoyage après le service, et qu'on n'a pas trouvé autre chose que de s'arroser avec les karchers de nettoyage de cuisine. Sol au plafond, gna 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 gna. Et puis je vois mon confrère en face de moi, là, qui était juste derrière toi, tu vois, à peu près. J'étais en train de l'arroser, mais alors, plein ciblets, plein de fer, ouais. Et qui restait stoïque. Je comprenais pas bien pourquoi. Et en fait, il me fait comme ça. Donc derrière moi, j'avais le directeur du lycée hôtelier, dans mon dos, qui lui aussi était stoïque, qui m'a regardé comme ça. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais ok. Il me dit, c'était tard, hein, il me dit c'est dommage de louper un début de carrière à Monte-Carlo pour une histoire de jet d'eau. Mais on en parlera lundi matin. Donc, ok. Déjà, tu es liquéfié, tu passes un week-end exécrable, parce que surtout tu n'en parles à personne, parce que voilà, tu vas prendre double dose, et à juste titre. Bien sûr. Et je dis, de quoi il me parle, Monte-Carlo, je suis au courant de rien. Donc lundi matin, il me convoque au bureau, donc je me fais un petit peu tirer les oreilles en expliquant qu'il ne savait pas qu'il formait des pompiers plutôt que des cuisiniers. Des pompiers. Il y avait beaucoup d'humour. Ouais. Que tu comprenais pas toujours, mais après, avec un peu de recul. C'est subtil, hein. Ouais, toujours. Et donc, il me dit, on avait imaginé avec vos professeurs vous envoyer à Monte-Carlo, mais je suis pas convaincu que vous ayez l'attitude pour. Bon, je dis rien, il n'y a rien à dire. Ouais, là... et donc, il me dit, mais on va se laisser la semaine, et puis on se reparle le vendredi. Donc, on prend le vendredi, et donc, petit entretien au bureau, et il me dit... Il me dit, bon, maintenant que l'arrosage est terminé, on va pouvoir parler de choses sérieuses. Donc, vous allez partir en stage à Monte-Carlo. Et comme je te dis, je parlais pas beaucoup. Ouais. Et je le regarde. Je suis sûr qu'il est quand même impressionnant. Et je lui dis, mais... Alors, c'est très gentil d'avoir pensé à moi. Mais Monaco, je ne vais pas y aller. Par contre, j'ai mon copain qui s'appelle Yann Beaujard. Lui qui rêve d'y aller. C'est vachement bien. Et je pense qu'il va y aller à ma place. D'accord. Je dis, merci, monsieur le directeur. Je me suis levé et je suis parti. Et c'était sincère. Ah ouais. Je ne voulais pas partir du département du Lot. Ouais. Parce que ce qui se passe derrière le panneau... Moi, j'en avais une hantise terrible. Ouais. Donc, c'était même pas la peine. Je prends le bus Souillac-Figeac avec Arcoutel. Quand j'arrive à la maison, il avait appelé maman à la maison, qui me dit, mais dis donc, quand même qu'on discute un tout petit peu. Ma mère était extrêmement gentille, mais foncièrement. Voilà. Ouais. Foncièrement gentille. On n'avait pas grand-chose, mais on avait cette bienveillance-là. Et ça, c'est la base, encore une fois, de beaucoup de choses. Elle me dit, non, mais tu peux pas, Pascal. Alors, j'évoque mon raisonnement. J'ai maman. Partir de chez moi, aller à Monaco.
personne ne viendra me voir là-bas parce que vous pouvez pas, parce que t'as pas de voiture, parce que c'est loin, parce que ça coûte, parce que... Bien sûr. 6 mois loin de la maison sans rentrer, mais jamais. J'étais un torboyau de partir le dimanche soir pour aller au lycée hôtelier jusqu'au vendredi. Ouais. Mais déjà, tu vois. Ouais. Donc là, je disais, mais c'est même pas la peine. Mais Pascal, et à la fois, j'avais envie d'aller là-bas. T'imagines? Mais bien sûr, l'opportunité. Alain Ducasse, à l'époque, c'était le cuisinier dont tout le monde parlait et la maison où personne ne pouvait rentrer parce qu'il y avait des piles. C'est pas une blague, il y avait des piles de CV. Il y avait 3 couleurs. Les rouges, les bleus et les verts, un truc comme ça, voilà, c'est dans l'ordre chronologique d'arrivée. Mais c'est pas une blague, c'est comme ça sur le boulot, c'est la vérité. Tous les mecs qui avaient des maisons 3 étoiles voulaient travailler au Louis XV à Monaco, pour 2 raisons. Parce que c'était une maison hors norme, qui avait des moyens incroyables, et que c'était le chef qui venait de choper 3 étoiles en moins de 2 ans. Quoi. Donc, puis c'était la machine de communication qui se mettait en route, ce qui n'arrivait pas qui aujourd'hui est commun. Ouais, bien à l'époque, c'était complètement novateur tout ça. Bien sûr. Donc c'était un truc qui donnait un coup de pied au métier. En fait, tu passais dans une autre planète, quoi. C'est la vérité, quoi. Bien sûr. Et donc, me voilà parti à Monaco, quoi. Au bout de 2 jours, je te rassure, les cabines téléphoniques, la une, elle avait mon nom sur la porte. Parce que tout le temps. Ah, putain. Mais tous les jours, et ça a duré peut-être pendant 5 mois, avant que je me sente bien, parce que je voyais le bout du tunnel, au bout de 5 mois, en disant à ma mère, prépare le lit, demain soir, je suis à la maison. Mais cette phrase, je pense, je peux passer une journée sans lui dire. Prépare le lit, demain, je suis à la maison. Ah ouais. Mais parce que c'était dur, parce que j'avais plus mes repères, parce que gamin, quoi. J'avais 17 ans, quoi. Ouais, c'est jeune. C'est super jeune. Mais donc tout ça, puis moi, ce cocon familial, tu vois, où tu fais le beau parce que t'as une grande bouche, t'es au milieu de ton petit truc, tout va bien, toi, mais là, d'un seul coup, tu prends un coup derrière les oreilles. Tu remets en place, ouais. Et puis au-delà du lieu, t'es avec des pointures, en fait, t'es avec des gens incroyables, quoi. Je sais pas si ça va te parler, mais à l'époque, en cuisine, les commis de cuisine, c'était Jean-François Piège. Le Crayon, le grand restaurant aujourd'hui, qui a 15 restaurants, il a fait l'émission Top Chef et compagnie, bref, voilà. C'était Benoît Hitz, qui est un cuisinier incroyable. C'était Per Sheldon, qui s'occupait de je ne sais combien de restaurants à New York. C'était Laurent André, qui est le chef de la Grande Cascade, du Laurent à Paris. Enfin, voilà. Et eux, ils étaient commis. Oui, c'était ça le truc, tu vois. Mais ça, on savait pas. On savait pas, mais c'était ça la dynamique, tu vois. Et donc la tranche d'âge, elle était entre les plus jeunes en stage, donc 17, 18 ou plus après, et puis 25 ans, quoi. Ouais. Donc c'était un peu vivant, quoi. Bah, j'imagine, ça, il y a eu des émulsions, là, ouais. Il y a 25 ans en cuisine. Ouais, non, mais... Donc le mec, en haut, il a intérêt d'avoir les yeux, parce que c'était vif, quand même. Donc c'était dur mentalement, c'était dur physiquement, c'était dur parce que c'était à celui qui avançait le plus vite pour manger l'autre. En fait, à Monaco, à l'époque, moi, je n'étais pas concerné, mais tu regardes ça du coin de l'œil. Il n'y avait pas de contrat en CDI. D'accord. C'était que des contrats de 3 mois. Ok. Pour tout le monde. Ah ouais. Là, à mon sens, c'était un peu extrême. Ouais. Parce qu'honnêtement... Oui, non, mais bien sûr, je suis d'accord. Bon, apparemment, moi, je l'ai vu. La distribution à la fin du trimestre des fiches de salaire. T'as le mec qui te donne la fiche de salaire, il te dit, toi, elle est un peu plus épaisse parce qu'il y a un courrier supplémentaire. Ah ouais. Tu prends tes couteaux, tu partais. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, non, c'était quand même un peu trop. Ouais, après, il y avait les tenants et les aboutissants, c'était le cas extrême, c'est-à-dire que Monaco, ça a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire il fait beau, il fait chaud, il y a des jolies filles, il y a des belles voitures, tout est à portée de main. Voilà, tu peux travailler très bien avec un confort et des salaires qui vont avec, mais tu peux aussi les dépenser avant de les avoir gagnés 200 mètres à côté, quoi, tu vois. Donc il y avait aussi des gens qui partaient un peu vite en sucette, quoi, donc, qui arrivaient le matin avec la tronche comme ça. Ok. Et Ducasse, du coup, à l'époque où tu l'as côtoyé, c'est quel type de personnalité? Est-ce que tu te souviens peut-être de la première rencontre que tu as eue ou de discussions peut-être qui t'ont marqué? C'est quoi comme oui, je me rappelle. La première fois que je l'ai vu descendre de son bureau, et là, tout arrivé une affiche ou un magazine dans la cuisine, quoi, tu vois. Ah, bien sûr. Bonjour monsieur, puis voilà. C'est pas monsieur, c'est chef. Non, mais ça va être impressionnant, je pense, là, oui, au tout début. Et c'est bien que ça impressionne, mon Dieu. Enfin, tu vois, c'est normal, quoi. Ça, et puis après, la deuxième fois que je l'ai vu, donc en fait, c'est moi celui qui voulait pas aller à Monaco, qui arrivait à la fin du stage, va voir le chef de cuisine qui s'appelait Laurent à l'époque. Je dis, écoutez, moi j'ai bien réfléchi, là je suis en stage, si vous me gardez, j'arrête l'école et je reste avec vous. Et Laurent me dit, mais écoute, moi ça c'est pas moi qui prends la décision, c'est M. Ducasse qui prend la décision, donc écoute, je regarde avec sa secrétaire quand est-ce qu'il peut te recevoir, basta. Le lendemain il me reçoit au bureau très gentiment, hein, donc,
trou du cul de 17 ans, monsieur Ducasse, mais tu vois tout. Ah, tu restes au fond de ta chaise. Mais heureusement. Ouais. Et donc, il me dit alors, parce que les infos étaient remontées, il me dit alors, tu veux rester avec nous? Je dis, ben oui, parce que je sais que là, je suis là, si vous êtes content de moi, si le chef est content de moi, si les équipes sont contentes de moi, ben j'arrête l'école et je reste là, parce que je sais pertinemment que de toute manière, derrière, vous me prendrez jamais ça. C'est pas possible, qu'il y a trop de demandes, je le sais, quoi. Ouais. Et il me dit, oui. T'en as parlé à ta mère? Je dis, non, pas encore. Il dit, écoute, tu l'appelles tranquille, je repars à Paris, la semaine prochaine, quand je redescends, tu prends rendez-vous et je te reçois, puis on fait le point. Il avait déjà la réponse. Ouais, bien sûr. Bon, tout content, j'appelle ma mère, j'ai super nouvelle, je vais arrêter l'école, je vais rester là-bas. Là, tu vois, il me dit oui, c'est une bonne idée, mais tu vas rentrer à l'école. Parce que ben oui, tu vas rentrer à l'école, tu termines ton année, et puis tu verras après, quoi. Il me dit, mais en plus, si monsieur Ducasse, pourquoi il te reprendrait pas? Alors moi, je dis, ben non, c'est pas possible, on ne prendra pas. Ouais. La semaine d'après arrive, rebelote, un petit café le matin. Il me dit, alors, t'as eu ta maman au téléphone? Je dis, oui. Il me dit, alors? Je dis, ben, elle est pas d'accord. Il dit, ben, elle a raison. Moi, je voulais pas entendre ça. C'était pas prévu, tu vois, dans mon truc. Ah, mais lui, il le savait, il avait la clairvoyance de mais ça. Bien quoi. sûr, et à la fois la bienveillance, tu vois. Et il me dit, ben, elle a raison. Et je dis, mais tu vas à l'école, tu termines des mois d'école, et je te reprends à la sortie de l'école. Ouais. Et là, spontanément, sans aucune arrogance, mais c'est sorti comme je le pensais, tu vois, de façon entière. Je dis, ouais, alors ça, vous dites ça maintenant, mais dans 2 jours, vous aurez oublié qui je suis, quoi. Ouais. Et après, une lunette. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Comme ça. Mais je te refais, il prend une lunette comme ça, il fait. Ah. Alors écoute-moi bien. Si j'oublie une chose, c'est que je le veux bien. Ça s'est arrêté là. Et là, je suis sorti du bureau, je dis, bon là, c'est mort. Ah ouais. Mais, à l'école, quand les profs me disaient, bon, tu fais quoi l'année prochaine? Moi, je disais rien sur l'idée, tu vois. J'osais même pas en parler. Mais je suis resté avec cette phrase qui disait, je te reprendrai à la sortie de l'école. Ouais. Au mois de juin, pas de nouvelles. J'osais même pas téléphoner à Monaco, tu vois. Et un dimanche matin, maman m'a réveillé. Donc le dimanche, c'est le lendemain du samedi. Ouais. Cardaillac, sortie de boîte, machin. Okay. La vie normale, quoi. Elle me dit, il y a monsieur Ducasse au téléphone. Ça devait être 9h. Ouais, écoute, c'est bon, je me lève. Mais il dit, non, mais c'est pas une blague, il y a monsieur Ducasse au téléphone. Donc tu te lèves et tu vite. Ouais. Donc t'as les cheveux comme ça, tout ce qui est à l'intérieur pareil. Donc tu décroches le téléphone. Ouais, je te réveille pas au moins. Non. Ça fait longtemps que je suis debout. et il me dit, tu termines l'école quand? J'ai dit, je termine le 19 juin. Mais parfait, le 20, je suis à Monaco. Et là, il y a un blanc. Ah, il me dit, c'est juste. Bon, le 21 alors. Donc j'ai commencé à Monaco le 21 juin et j'ai terminé les examens le 19. Ok. Voilà. Et il a tenu promesse. Oui. Donc à partir de là, s'aligne une personne incroyable, qui tu sais pas pourquoi, tient la promesse qu'il t'a fait dans un coin de bureau, tu te dis, rien à cirer de ta pomme. Bien sûr. Donc tu dis, ok, là déjà c'est monsieur. Ouais. Pas que pour ce qu'il y a dans les magazines. Ouais. Parce que même un pingouin de 17 ans, il l'écoute et il l'entend. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, ok. Donc il situe peut-être Cardaillac aujourd'hui, où est-ce que c'est? Je suis pas sûr, j'attends encore qu'il vienne. Mais la réponse, c'est comme t'as pas de problème, j'ai pas besoin de venir te voir. C'est une façon de voir les choses. Tu passes du coup 18 années dans cette galaxie Ducasse, on va dire. Qu'est-ce que t'en tires de tout ça? Parce que là, 18 ans propulsé à ce niveau-là, en plus pour terminer chef. Mais il n'y a rien de prévu dans mon parcours. Comment ça se passe, cette ascension? Comment ça se fait que pendant X années, déjà tenir autant de temps à un tel rythme, c'est quand même déjà admirable, mais en plus gravir les échelons et terminer là où tu termines. Oui. À l'époque, déjà, tenir aussi longtemps, il n'y avait rien d'exceptionnel, c'est juste normal en fait. D'accord. Enfin, tu lâchais pas l'affaire comme aujourd'hui, c'est différent. Et après, dans les cuisines, on était pas maltraités, c'était dur physiquement parce qu'on tapait des heures et qu'il y avait la pression des résultats. Ouais. Enfin, c'est la 3 étoiles, Alain Ducasse, Monte Carlo, tu vois. Donc, déjà, rien que ça, t'as l'étiquette, déjà, tout le monde te jalouse. Ouais. Personne ne veut ta place, hein. Mais tout le monde te jalouse. D'accord. D'accord. Et donc, je commence au Louis XV. Après, j'ai eu la joie de faire le service militaire parce que je faisais partie de la dernière fournée. D'accord. Donc, il m'arrangeait un peu la sauce pour que je le fasse à Paris dans un ministère. C'était ma première place de chef. J'étais chef de cuisine au ministère de la Défense. Ah ouais. Ouais. Incroyable. Classe. Ouais, génial. Sauf que l'armée et moi, c'est pas vraiment une vraie bonne rencontre. C'est pas une histoire d'amour. En fait, ça me coupait. Si tu veux, dans mon élan professionnel, où tu es tout jeune, où tu commences à gagner ta vie bien, où tu es dans une où tu t'éclates, où tu prends le temps de prendre tes marques, tu commences à les avoir un petit peu, donc tu peux te projeter à évoluer encore un peu, tu vois. Et on te dit, non, là tu t'arrêtes parce que de toute manière, tu as le service militaire à faire. Donc là, t'arrives pas vraiment dans les chakras très ouverts. Quoi, bien sûr. Tu vas un peu au carton, quoi.
Après, à Paris, l'avantage, c'est que tous les soirs, j'allais bosser. À l'époque, il venait de reprendre le restaurant de Joël Robuchon. D'accord. Jean-François Piège venait de prendre sa place de chef. Il avait 27 balais. Ouais. Ouais. Donc tous les soirs, j'allais faire des extras là-bas. Ça me permettait de rester dans le moule, tu vois, de gagner 3 francs 6 sous et de ne pas perdre le fil de ça, quoi. Ça, c'était important. Mais je faisais quand même l'armée. Et donc, à la fin de l'armée, le chef me dit, bon, moi, je voulais retourner à Monaco. Il dit, non, mais tu vas pas retourner à Monaco. Faut que tu ailles un peu à Paris. Je dis, non, c'est bon, Paris. Paris, quoi. Figeac, Paris. Ouais, trop loin. Ouais, puis c'était, Paris, c'est tout ce que j'aime pas, quoi. Bien sûr. Du monde, la ville, ça craignait. Bien sûr. Rien qui craignait, c'est encore une fois une approche. Ouais. Et bon, il m'envoie à la Belle Otero, qui avait 2 étoiles à l'époque, à Francis Chevaux. Francis Chevaux me reçoit, il me dit, écoute, je suis désolé, j'ai été obligé de prendre quelqu'un, j'aurais pas de place pour toi. Ça se faisait comme ça, tu vois, dans le métier, quoi. Ouais. Il me dit, mais va à l'Oasis à la Napoule, ça a 2 étoiles, c'est une maison intéressante. À l'Oasis, c'était intéressant parce que c'était une très belle maison reconnue, 2 étoiles Michelin, qui faisait, c'est une grosse structure, hein, en cuisine, on était 17 ou 18, quoi. Une maison familiale, de propriétaires. Donc, pas du tout le même système qu'à Monte Carlo, tu vois, donc un truc rationnel. Le chef propriétaire était en cuisine, son frère était en pâtisserie. Donc tu rentrais dans une dynamique de cuisine très bien faite, reconnue, mais avec une gestion financière plus réelle que ce qui s'est passé à Monte Carlo, tu vois. D'accord. Donc, j'avais besoin de ça, en fait. Ouais, de retrouver un peu oui. racine. Mais je savais qu'à Monaco, je veux dire, c'était irréel, quoi. Bien sûr. Les coûts matières, tout ça, ça n'existe pas, quoi. Enfin, ça n'existe pas, ça existe là-bas, mais tu peux pas le refaire ailleurs, quoi. Ça t'avait déconnecté un peu de la réalité? Non, parce que j'ai toujours eu cet esprit très, très terre à terre. Mais de là à le pratiquer, parce que tu sais que t'as beau être conscient de l'avantage que t'as, mais tu t'en sers tous les jours. Donc, au bout d'un moment, t'es pépère, tu vois. T'es bien dans le fauteuil en velours. Transpirais pas dans la cuisine, hein, il faisait 19 degrés, tu vois. D'accord. Là-bas, t'as pas la même messe, tu vois. T'arrives là-bas, ouais, puis tu bougonnes pas dans ton coin parce que celui qui te paye, c'est celui qui fait le service, tu vois. Et donc, t'as la réalité d'un chef d'entreprise de la cuisine. Bien sûr. Après, il y a quand même une étape extrêmement importante, donc c'est la prise de poste au week-end. 3 étoiles Michelin, pas tout à fait 30 ans. Parce qu'en fait, donc du coup, t'avais déjà été au week-end. Oui, mais comme commis. Voilà, entre-temps, tu vas un peu de maison en maison. Visiblement, ça fonctionne. Et donc après, en fait, ils vont te propulser chef du 3 étoiles. Oui, mais pour des raisons de gestion à l'interne, où il y avait Franck Cerruti qui a bossé peut-être, je sais pas comment il a fait, Franck, 40 ans avec M. Lucas, je pense, qui était le chef de Louis XV. Donc tu étais quand même 40 ans. Tu vois, bien sûr. Donc ils se connaissent par cœur, quoi, tu vois, ils se parlent pas, quoi, ils se regardent, quoi, ça suffit, quoi. Et tu te retrouves là, alors c'est à la fois gratifiant, mais tu es conscient d'une chose, c'est que tu connais la maison et le regard qu'on a, la profession sur ce métier, les clients et les guides, quoi. Donc tout ça, c'est bien là, quoi. Donc c'est 20 ou 25 mecs en cuisine, un peu de monde en pâtisserie, un petit peu de monde dans la salle, et puis pour Monte Carlo, c'est quand même, en tous les cas, oui, c'est toujours un peu particulier. Bien sûr. Et là, t'as une trentaine d'années, du coup, c'est ça? Ouais, j'allais avoir 30 ans, moi. Ok. D'accord. Et tu y restes combien de temps en tant que chef? 5 ans. 5 ans. Ok. Et cette position-là de chef et d'être aussi... c'est toi finalement qui impulse les choses et qui est la locomotive. Comment tu l'as traversé? T'en avais fait déjà auparavant, visiblement, mais pas à ce niveau-là, pas dans un tel restaurant, quoi. Tu sais, c'est un triangle. C'est que la maison Louis XV garde son identité en insufflant quelque chose de novateur pour que ça continue à durer. Que tu te retrouves avec ce que tu proposes à M. Lucas et que lui valide et qu'il soit à l'aise avec ce que tu lui proposes. En fait, c'est presque plus épuisant peut-être de trouver le format pour quelqu'un que de le trouver pour toi. Tu vois? Bien sûr. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis après, tu n'enlèveras pas que j'avais toujours au fond de moi cette envie de revenir ici. Bien sûr. Comme j'avais jamais eu l'envie de partir dans le fond, quoi. Bien sûr. Et donc, tu as cette fameuse rencontre et discussion qui s'est faite de façon un peu... Enfin voilà, ça a été fait un peu comme ça par hasard. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que ce soit finalement, même si tu devais l'avoir en tête, le déclencheur? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je l'avais en tête, mais c'est un truc rêveur et que je me dis mais jamais de la vie ça peut arriver. Non, ça s'est passé le plus naturellement possible. Je suis autour d'une table qui est à notre côté, où je venais essayer de palper comment un couple depuis 39 ans faisait vivre cette maison-là perdue au milieu de nulle part.
Et que moi, tous les soirs pendant une période, quand je sortais de l'hôtel de Paris, que je regardais en sortant par la place du casino, je me retournais devant cette façade incroyable avec écrit Alain Ducasse, Monte Carlo. Je dis, mais comment toi, tu peux oser imaginer qu'ici, tu n'es pas bien et pas à ta place? T'as un problème, quoi, tu vois. C'était ma réflexion en interne. J'ai dit, mais t'es pas normal, quoi. Après, tout le monde n'est pas fait pour ces endroits-là, tout le monde n'est pas fait peut-être pour ça, tout le monde... Il y a des périodes, quoi. Ouais, c'est comme ça. Okay. Et me dire que je me projetais dans l'autre, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, se passe cette histoire que nous a racontée un peu en préambule. Et alors, du coup, si tu dois résumer, ça fait combien d'années à peu près, là, du coup, que vous êtes ici au Gendreau? 11 ans. 11 ans. Si tu dois résumer ces 11 ans d'activité, ce qui s'est passé et surtout ce que vous avez apporté, on va dire, à 11 ans de différents, votre propre patte, etc. Qu'est-ce que tu en retiens? Bah, je pense que l'identité de la maison, elle est toujours là. Ça me va bien. Après, on l'a amené vers ce qui nous ressemble, nous, avec Sandrine. Que ce soit côté service, que ce soit côté cuisine. Je pense qu'on est plus implanté dans le territoire maintenant qu'on ne l'était il y a 10 ans. La cuisine a évolué parce que les arts de la table ont évolué, parce que les tables ont évolué, parce qu'il y a des personnes qui sont avec nous depuis un moment et que tout ça, ça affine, qu'il y en a d'autres qui vont arriver, certainement certains qui vont partir. Mais c'est plus à notre image aujourd'hui que ça ne l'était au départ. Et encore une fois, mais c'est normal même si tu as envie que ça aille plus vite, c'est normal de prendre le temps. De toute manière, le temps te le rappelle, quoi. Puis l'air de rien, on a quand même fait ce point d'hôtellerie juste après le Covid. Ouais. Donc ça, c'est une étape importante pour nous, parce que l'air de rien, c'est quand même... Enfin, voilà, ça reste des petites maisons, chez nous. Ouais. Et c'est pas grave. Donc tout ça, faut l'assumer, s'en occuper, mais c'est des bons challenges. Ouais. C'est des bons challenges. Ok. Il y a quoi faire. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Pascal? Question emblématique. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de positif à toi et à Sandrine pour la retraite? Comme je l'ai toujours rêvé, ouais. À côté de Cardaillac, avec, ça va faire rire du monde, je pense, au milieu des truffières qui sont plantées, qui sont pas en grande production, mais sont plantées, avec un 103 SP, mes boules de pétanque sur le porte-bagages, et voilà. C'est pas très... Non, je sais pas. Non, mais c'est concret, c'est concret, t'as une vision déjà de ce que tu veux. Mais j'ai tellement vu, tu sais, sur la place du village à Cardaillac, les anciennes de l'époque qui étaient comme ça. Ouais. Tu sais, qui arrivaient avec... Mais c'est con, mais c'est tellement vrai. De les voir, la banane jusque-là, arriver sans casque, leur 103 de l'époque, les boules de pétanque sur le porte-bagages, ficelés avec un tendeur comme ça, les espadrilles aux pieds, et rigoler comme des gamins de tout, de n'importe quoi, pendant des après-midi entières, à se rappeler quand ils étaient à l'école, et Dieu sait que tu apprenais des choses. Putain, mais nous, on est des anges à côté. Bien sûr. Tu dis, mais ouais, pourquoi pas, quoi, pourquoi pas. Je sais pas. Trop bien. Bon, merci beaucoup, Pascal. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Merci à Bernard, évidemment, qui nous a mis en relation avec Pascal et avec Margot et qui a permis, du coup, cette interview et donc celle de Margot que vous découvrirez, qui fera évidemment un petit peu écho, mais voilà, Margot avec sa propre personnalité et son parcours, vous allez voir, c'est terriblement intéressant. Je vous remercie d'avoir suivi cette interview. J'espère, une fois de plus, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà, faire un petit retour, je pense que Pascal et Sandrine les liront évidemment. Et puis voilà, un petit like. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram comme d'habitude. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Voix Off. C'était Anto. Ciao, ciao.